Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne en fait la concurrence en Python. Donc on va voir dans cette vidéo la concurrence sur Python, pourquoi on utilise les types de concurrence et la concurrence en général et bien sûr les limites et pourquoi on utilise un type et pas un autre. Donc on va voir qu'il y a trois types. Asynchro, on a les threads et on a les process. Donc on va détailler sur chacun. Donc vous pouvez s'abonner et liker la vidéo parce que ça nous encourage vraiment à faire d'autres vidéos et à s'améliorer sur la chaîne. Donc voilà, donc je partage l'écran. Voilà, donc 2 secondes. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un cas de figure pour que vous compreniez bien le sujet. Donc imaginons dans le concept d'un e-commerce. Donc l'utilisateur valide la commande. Donc quand il valide la commande, donc vous avez le premier cas de figure, c'est que vous allez faire voilà une grande méthode qui va qui va faire premièrement la vérification de stock. Si par exemple il a commandé 4 par exemple 4 livres, donc il va vérifier si ces 4 livres existent sur le stock. Puis il va calculer les frais de livraison. Donc quand la vérification OK va passer à la calcul des frais de livraison. Et si OK, donc il va valider le coupon s'il y a un coupon. Et après donc il va faire l'analyse de risque de fraude. Analyse de risque de fraude. Ça pourra être si c'est l'adresse de livraison et bien c'est l'identique à l'adresse IP de machine. Donc il y a pas mal, surtout sur les grands sites, et ils font des risques de fraude si les informations ne sont pas bien compatibles. Donc ça c'est le premier cas de figure. Donc si vous remarquez donc par exemple la vérification du stock, je peux vérifier le stock, mais en même temps, est-ce que je peux pas faire le calcul des frais de livraison? Parce que les deux choses ne sont pas dépendantes forcément. Et je peux voir si le coupon est valide ou non. J'ai pas besoin de calculer les frais de livraison pour voir si le coupon est valide ou non. C'est ce qu'on appelle, c'est le deuxième cas de figure en fait, c'est ça. Donc faire toutes les actions en même temps, c'est-à-dire commencer la vérification de stock, faire le tout en parallèle, calculer les frais de livraison, la validation de coupon et l'analyse de risque de fraude. Et c'est ce qu'on appelle la concurrence. Voilà, donc c'est une petite introduction sur la concurrence. La concurrence, en fait, c'est le deuxième cas de figure. Donc, dans un cas normal, dans un cas normal ou bien comme le premier cas de figure, donc on a la notion séquentielle ou bien si on fait rien, mais l'étape par défaut c'est que on va faire la vérification stock. J'ai dit ici va nous prendre par exemple un seconde ou bien je sais pas, je fais exemple. On attend qu'il termine, puis on commence la calcul de frais de livraison. On termine, puis donc on aura la somme, c'est le total des 4, donc 4 secondes. Ça c'est la manière séquentielle. Et donc sur le code, donc voici un exemple. Donc on fait ça séquentiellement, c'est-à-dire le stock, les coupons, shipping, fraude, et voilà, on fait ça. Donc par exemple, ici, vous allez remarquer que ça prend vraiment du temps. Par exemple, si je prends les chèques de stock, donc il pourrait y avoir des requêtes SQL, donc je dois attendre des requêtes SQL ou bien des manipulations sur la base de données pour juste vérifier si le stock est disponible ou non. Ça pourra être deux ou trois bases de données différentes. Donc vraiment c'est pas peu de temps, donc je dois toujours attendre la réponse après avant d'aller par exemple aux frais de livraison, sachant que je peux commencer les frais de livraison. Donc il y a deux boutons ici. Attendre, c'est attendre que je ne l'utilise pas sur la manière séquentielle ou bien sur cette manière normale. Donc et là donc et il y a la concurrence qui arrive pour
optimiser ce temps-là et utiliser ce temps d'attente. Donc, c'est quoi la concurrence? La concurrence, c'est la capacité d'un programme à gérer plusieurs tâches qui progressent pendant la même période de temps. Dans Python, il y a trois types de concurrence. On a les threads, on a les asyncions ou bien les async méthodes et on a le process. Donc, on commence par une petite définition. C'est quoi le CPU bound ou c'est quoi le input slash output bound. Donc, pour faire simple, une tâche CPU bound, c'est une tâche qui utilise 100% de son CPU. C'est-à-dire, c'est une tâche qui est de calcul total. C'est-à-dire, vous n'avez aucune seconde perdue d'attente. Donc, c'est que le CPU travaille à 100%. Je donne les exemples, compression vidéo, compression zip, dans l'intelligence artificielle, machine learning, cryptographie, calcul scientifique, génération d'images et le calcul de millions de nombres. Je donne une méthode simple, c'est for i in range 5 millions ici, result plus equal i étoile étoile 2. Ça, c'est le carré et il ajoute toujours le carré de 2. Donc, vous remarquez ici, même si c'est une simple fonction, mais vous allez voir que il n'y a que le calcul. Il n'y a aucun moment il fait une attente. Voilà. Ça, c'est le CPU bound. C'est important de comprendre ces deux types de tâches pour continuer et voir les types de concurrence. Les trois types de concurrence qu'on a cités. Le input-output bound, c'est le contraire. Dans ce type, le processeur ne calcule presque rien. Il attend. Donc, comme par exemple requête HTTP, où on doit attendre la réponse. Base de données, on doit attendre les données qui soient retournées. SSH, attendre la connexion. FTP, aussi c'est un protocole comme SSH, réseau. Lecture fichier, email, écriture de disque. Donc, comme exemple, j'ai fait request.get. Donc, cette request.get, il attend. Voilà. Donc, ça, c'est important de comprendre c'est quoi le CPU, c'est quoi le CPU bound et c'est quoi le i slash ou bien le input slash output bound. Donc, on commence par les threads. Donc, les threads, donc, comment il fait? C'est qu'on a par exemple 4 threads qui se lancent en même temps et qu'ils partagent le même processeur CPU et partagent aussi la même mémoire. Donc, tous les threads vivent dans le même processeur ou bien le CPU. Ils partagent la même mémoire. Ils peuvent accéder aux mêmes variables et c'est rapide, mais cela nécessite parfois une synchronisation avec Vero si plusieurs threads modifient les mêmes données en même temps. Ça, si par exemple j'ai deux threads qui, par exemple, modifient la valeur, par exemple, stock d'un produit, donc je dois verrouiller un et lancer l'autre. Donc, il ne peut pas, je dois vraiment faire attention à ne pas les lancer en même temps parce que je risque que le deuxième thread met à jour la valeur de ce stock et l'autre qui s'est lancé en même temps va prendre l'ancienne valeur. Voilà, donc après donc on va voir quand utiliser le threads. Donc les threads on l'utilise dans les API REST, les téléchargements, SSH, base de données, web scraping, lecture fichier. Donc on peut remarquer que ces cas de figure là, il entre dans les i/o bound, le input slash output bound, ce où le processeur fait, il y a une attente sur le processeur. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas à 100%. Donc, les limites de threads. Donc, un seul thread Python peut exécuter le bytecode Python à un instant donné. Donc, Gilles, c'est Global Interpreter Lock. Si en fait, c'est un protocole sur Python qui en fait dit que deux threads ne commencent pas en même temps.
c'est-à-dire ne travaille pas au même moment. C'est-à-dire, si je prends un moment, on n'a qu'un seul threads qui travaille. Donc, les threads, donc si je travaille avec le thread 1 et il y a un moment où le thread 1, par exemple, dans les requests API, attend, là, donc, je lance le thread 2 se lance. Mais pas le thread 1 et le thread 2 en train de se lancer en même temps. C'est ça le GIL, ou bien le limite de thread sur Python. Donc après, donc on va passer sur les 5 A5, ou bien A5 IO. Donc A5 IO, c'est en fait, c'est que je fais une loop comme for, et si je fais sur task 1, et quand il y a un await, donc s'il y a un moment d'attente, donc je continue sur mon reste de programme. Donc le task 2. Ici, il y a un moment ici d'attente, donc je continue sur le task 3. Donc c'est un peu pareil, presque pareil comme les threes. Donc les 5 à 5 IO, c'est presque pareil comme les threads, mais ce qui diffère les 5 IO, on va voir si ils sont plus optimales. C'est-à-dire, dans les threads, tu as besoin de créer des objets, etc. Mais dans les threads, tu n'as pas besoin de créer. Mais dans les 1 à 5 IO, tu n'as pas besoin de créer les objets, donc c'est plus simple. Donc, comme par exemple ici dans cette request API, donc on déclare qu'il est de type A5. Donc, await, s'il y a un moment d'attente ou bien de retard sur cette requête HTTP, il va continuer et ne pas attendre à ce que j'aurai toute la réponse. Donc, cas d'utilisation, donc API, face API, chat temps réel, les WebSockets et plusieurs milliers de connexions. Donc, les limites, donc A5IO n'auront pas un calcul CPU plus rapide. Donc, si tu fais for i in range, voilà 5 millions, la boucle d'événements reste bloquée tant que ce calcul n'est pas terminé. Donc, voilà donc les limites. Donc, si tu as 100% de calcul, donc 5 A5IO aussi, c'est pour les I/O bound, pas pour le CPU bound, mais sur I/O bound, input/output bound. Donc, on l'utilise dans les cas où on a d'attente. Par exemple, demander une requête API. Voilà, comme ici, chat temps réel. Donc, pas tout le temps. Rempli. Oui, les WebSockets. Les WebSockets, c'est utilisé aussi sur les chats et les milliers de connexions. S'il y a plusieurs, donc je connais plusieurs milliers de connexions, c'est pour les requêtes API. Donc si je dois se connecter à plusieurs requêtes. Ou bien si tu as plusieurs utilisateurs, pardon, si tu as plusieurs utilisateurs qui vont se connecter à la même plateforme. Donc voilà, donc ça c'est les limites. Donc les limites, si il n'est pas fait à 5 IO, il n'est pas fait pour les CPU bound, c'est-à-dire ceux qui calculent le CPU à 100%, qui demandent de CPU à 100%. Donc le multiprocessing, c'est le troisième cas de figure, c'est celui qui est utilisé pour le CPU bound où on a vraiment besoin de beaucoup de CPU. Et là, donc, il utilise les corps. Et chaque process prend un corps. Donc, process 1 prend le corps 1, process 2 prend le corps 2, process 3 prend le process 3. Ça, j'ai fait juste une erreur ici. Je vais supprimer celle-là. Donc, passer à l'affichage. Attendez, donc j'ai juste pas fait attention. Voilà. Donc j'ai supprimé donc l'exemple. Donc voilà, donc les CPU et aussi sur le multiprocessing, chaque process a un mémoire.
Donc, un mémoire indépendant, le process 2, le process 3. Donc, ça, je dis que si tu as, par exemple, une grande, par exemple, for i in range 5 millions, tu peux faire million par million et pour chaque million, pour i in range, par exemple, 1 million, pour j in range, ou bien 2 millions à 2 millions, pour et une range de 2 millions à 3 millions, voilà, et de 3 millions à 4 millions. Là, donc, tu as divisé ta grande tâche de 1 à 5 millions à 5 tâches. Et 5 tâches, tu l'as mis sur le process et chaque process prend un cœur. Donc, il faut faire, bien sûr, attention le nombre de cœurs que tu as sur ta VM et aussi la mémoire que tu vas allouer à chaque process. Donc les cas d'utilisation, donc vous voyez que l'écran, c'est le cas d'utilisation c'est le cas d'utilisation de CPU bound, donc à savoir l'intelligence artificielle, le machine learning, calcul scientifique, traitement vidéo, génération d'images, c'est vraiment des tâches lourdes, vraiment lourdes. Donc les limites, donc les processus sont plus lourds que les threads, vraiment ils sont plus lourds. Les traitements sont plus lourds que les threads. Ils utilisent davantage de mémoire, beaucoup de mémoire, voire, et ils communiquent moins facilement entre eux car ils ne partagent pas directement leurs variables. Voilà. Ça, c'est que une variable que tu as créée sur un process, tu ne peux pas l'y accéder dans l'autre process. C'est comme si tu as deux VM ou bien voilà, deux infras différentes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que je vous un peu éclaircir ces notions-là, la concurrence sur Python, à savoir aussi que vous avez compris bien la différence entre les trois termes parce que c'est très important et c'est très demandé sur les entretiens. Donc si vous avez aimé le contenu, donc n'hésitez pas à s'abonner et je vous dis à très bientôt. Merci.